Ma femme a dit que c'était une conférence et m'a envoyé une photo de badge. À 6h40, au moment où l'embarquement commençait, j'ai envoyé un message à notre groupe familial de 22 parents, à nos enfants et à ses parents. Divorce déposé avec la date. Mon téléphone a explosé. Elle s'est précipitée à l'aéroport, furieuse. 5 minutes plus tard, tout a changé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Victor. J'ai 46 ans, et pendant presque un an j'ai installé des caméras de sécurité dans les maisons des autres sans me rendre compte qu'on était en train de voler la mienne. Mais laissez-moi commencer par le début, parce que j'ai besoin que vous compreniez qui j'étais avant ce matin-là. J'étais l'homme qui restait silencieux au dîner de Noël. J'étais celui qui servait, celui qui allait chercher de la glace, celui qui se levait quand il manquait une chaise. Quand la sœur de Sandra faisait une remarque sur mon travail, sur les horaires, sur ce que je gagnais, j'étais celui qui souriait et laissait passer. Laisser passer, c'était mon vrai métier pendant 18 ans. Mon vrai travail, celui qui apparaît sur les factures, est différent. J'installe des systèmes de sécurité, des caméras, des alarmes, des contrôles d'accès. J'ai une petite entreprise, 5 personnes, une camionnette au logo délavé, et un entrepôt qui sent le câble brûlé. Je passe mes journées à entrer dans les maisons des autres pour expliquer aux gens où se trouvent leurs angles morts, où quelqu'un peut entrer sans être vu, où ce qu'ils croient protéger leur échappe. 13 ans à faire ça. J'ai rencontré Sandra quand je travaillais encore pour d'autres, en portant des échelles. Elle était réceptionniste dans un immeuble où nous avions installé 14 caméras. Elle riait de mes mains sales. Elle m'a épousé quand même. Nous avons eu Damien d'abord, puis Jessica 4 ans plus tard. Nous avons acheté une petite maison, l'avons agrandie, puis encore agrandie. Je croyais que c'était une vie construite. Maintenant je sais qu'une maison peut s'agrandir à l'extérieur tout en se vidant à l'intérieur. De l'autre côté, il y avait sa famille. Et au centre de cette famille, comme une grosse pierre au milieu d'une rivière, il y avait Bernardo. Bernardo est le père de Sandra. Il a 78 ans. Il a construit une quincaillerie dans les années 70 et l'a transformée en 3 magasins. Puis il en a vendu 2 et a gardé celui du coin qui ouvre encore à 7 heures du matin, même s'il peut à peine se tenir derrière le comptoir. Il marche avec une canne depuis son opération de la hanche. Il parle peu. Quand il parle, toute la famille se tait. Bernardo ne m'a jamais beaucoup aimé, ni haï non plus. Il me traitait comme on traite un outil qui fonctionne, sans affection, mais sans méfiance. Et il y a une chose que je dois lui reconnaître, même s'il m'a fallu des années pour le comprendre, cet homme ne m'a jamais menti, pas une seule fois. Sa femme, Norma, était le contraire. Elle parlait pour les deux, se mêlait de tout, avait une opinion sur la façon dont nous élevions les enfants. Elle est morte il y a 3 ans. Et depuis ce jour, la maison du vieux quartier, celle où Sandra a grandi, est restée avec Bernardo à l'intérieur et un silence qu'on pouvait toucher. Cette maison est importante. Souvenez-vous-en. Ma vie suivait une ligne droite, et j'étais content. Je partais à 6h30 le matin, rentrais à 19h. Nous dînions. Je regardais la télévision sans changer de chaîne. Je dormais. Le samedi, j'entretenais la camionnette. Le dimanche, j'emmenais Jessica à son cours de natation. Je croyais que le bonheur, c'était cette répétition sans surprise. La première chose qui s'est cassée n'était pas mon cœur. C'était un chiffre. C'était en mars. J'étais à la table de la cuisine, en train de vérifier les relevés bancaires, quelque chose que je fais le dernier dimanche de chaque mois, parce que dans mon métier les paiements arrivent quand ils veulent et qu'il faut les relancer. Susanna, la comptable qui tient mes livres depuis 9 ans, insiste pour que je fasse ce contrôle moi-même et pas elle. Elle dit que le patron qui ne regarde pas ses propres chiffres est le patron qui a une surprise un jour. Ce dimanche-là, j'ai regardé, et il y avait un prélèvement de 4 800 €. Notaire, daté du 11 mars, un mardi matin. Je suis resté à regarder cette ligne, mon café refroidissant à côté de moi. Ce n'est pas un chiffre qui passe inaperçu chez moi. 4 800 €, c'est un bon mois complet pour mon entreprise. C'est ce que je facture pour câbler un immeuble entier. Et je n'avais mis les pieds dans aucun notaire en mars. La première chose que j'ai pensé, c'est ce que tout le monde pense, une erreur bancaire, un double prélèvement, une fraude, quelqu'un qui a cloné la carte.
J'ai appelé le service clientèle le soir même et j'ai attendu 40 minutes en écoutant de la musique. Quand une jeune femme a enfin répondu, j'ai expliqué le problème et demandé d'annuler la transaction. Elle a tapé un moment. Puis elle m'a dit, de la voix la plus douce du monde, que le prélèvement n'était pas une fraude, que le prélèvement avait été fait avec une carte supplémentaire sur mon compte. Je lui ai dit que je n'avais aucune carte supplémentaire. Je le lui ai dit 2 fois, parce qu'il me semblait qu'elle ne m'avait pas compris. Elle a retapé et m'a lu la date d'émission. Octobre de l'année précédente, 5 mois avant ce prélèvement, demandé dans une agence, signature autorisée, et ensuite elle m'a lu le nom imprimé sur le plastique. Le nom était Sandra. Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille dans la cuisine sombre, en écoutant cette jeune femme me demander si j'avais besoin d'autre chose. Je lui ai dit non. J'ai raccroché et je suis resté assis à regarder l'écran noir du micro-ondes, en faisant le calcul le plus simple du monde, et sans pouvoir le terminer. Sandra ne travaillait plus depuis 6 ans. Sandra me demandait de l'argent pour le supermarché. Sandra se plaignait tous les 2 mois que la voiture avait besoin de pneus neufs et que ce n'était pas assez. Sandra avait une carte à mon nom depuis octobre, et je n'en savais rien. Cette nuit-là, elle est rentrée tard. Elle a dit qu'elle avait été avec une amie. Elle s'est versée de l'eau, m'a donné un baiser sur la tête comme toujours. Elle m'a demandé si j'avais dîné, et j'ai fait quelque chose dont, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'était de la lâcheté ou de l'instinct. Je ne lui ai rien dit. J'ai répondu oui, que j'avais déjà mangé. J'ai rangé les relevés dans le tiroir, éteint la lumière de la cuisine. Je me suis allongé à côté d'elle et j'ai regardé le plafond jusqu'à 3 heures du matin, avec une seule question qui tournait dans ma tête. Qu'est-ce qu'on signe chez un notaire un mardi matin pour 4 800 €? Parce que moi, qui gagne ma vie à trouver les angles morts, je ne comprenais toujours pas que j'étais en train de me tenir juste dans le mien. Pendant 11 jours, je n'ai rien fait. C'est la partie la plus dure à raconter. Pas la trahison, pas ce qui est venu après, mais ces 11 jours où je savais que quelque chose pourrissait et où j'ai choisi de continuer la routine comme si l'odeur n'existait pas. Je partais à 6h30, rentrais à 19h, dînais devant la télévision, et chaque soir, pendant que Sandra se brossait les dents dans la salle de bain, je refaisais le même calcul mental pour 4 800 €. Notaire, mardi matin, 11 mars. Je me suis inventé toutes les explications possibles. J'ai pensé que c'était peut-être une formalité pour l'école de Jessica que j'avais oublié d'autoriser. J'ai pensé que ça pouvait être quelque chose concernant le terrain que nous avions acheté des années plus tôt et dont nous n'avions jamais fini le titre. J'ai même pensé que Sandra préparait une surprise pour moi et que je la gâcherais si je demandais. On devient très créatif quand on veut ne pas savoir. Ce qui m'a sorti de là, c'est Susanna. Susanna tient mes livres depuis 9 ans. Elle a un bureau avec 2 bureaux au-dessus d'un magasin de tissus, avec un ventilateur qui ne tourne que d'un côté et une plante en plastique qui est là depuis le premier jour où je suis entré. C'est une femme d'une 60aine d'années, directe, qui n'édulcore rien. Quand quelque chose ne va pas, elle le dit sans préambule. Je suis allé lui porter les factures du trimestre. Elle tamponnait des papiers. Sans lever les yeux, elle m'a demandé, « Tu as décidé pour les statuts de la société ?» Je suis resté là, l'enveloppe à la main. Quel statut? Alors elle a levé les yeux. Elle a enlevé lentement ses lunettes, ce qui, chez Susanna, est le signal qu'elle va dire quelque chose qu'elle n'aime pas dire. Elle m'a dit qu'en février Sandra était passée seule au bureau. Qu'elle lui avait demandé des copies des statuts de la société, de ma pièce d'identité, du justificatif de domicile et du dernier bilan. Qu'elle lui avait dit que c'était pour une demande de prêt que nous gérions ensemble et que j'étais sur un chantier et ne pouvais pas venir personnellement. Ça m'a paru étrange, a dit Susanna, mais ça venait de ta femme. Je lui ai fait les copies. Je lui ai demandé quel jour exactement. Elle a regardé dans son carnet, ce carnet à couverture rigide où elle note tout depuis avant l'ordinateur qu'elle a devant elle. Elle a tourné 2 pages. 19 février, 21 jours avant le prélèvement chez le notaire. Je ne lui ai rien dit de la carte. Je ne lui ai rien dit du prélèvement. Je l'ai remercié, lui ai laissé l'enveloppe et suis sorti de ce bureau lentement. La façon dont on marche quand on a peur que sa hâte se voie dans la rue. Assis dans la camionnette, les mains encore sur le volant sans démarrer, j'ai fait pour la première fois ce que j'évitais depuis 11 jours. J'ai mis les faits en ordre. 19 février, copie de mes documents sans mon savoir. 11 mars, 4 800 € chez un notaire sans mon savoir. Octobre de l'année précédente,
une carte à mon nom sans mon savoir. Ce n'était plus une surprise d'anniversaire. Cette même semaine, j'ai commencé à vraiment regarder. Et quand on commence à vraiment regarder, des choses qui étaient là depuis le début apparaissent. Le téléphone, par exemple. Sandra avait toujours laissé son téléphone n'importe où, sur la table, sur le canapé, face vers le haut, s'allumant à chaque message. Depuis des mois maintenant, elle le chargeait dans la salle de bain, porte fermée. Elle l'emmenait dans la cuisine. Elle l'emmenait dans le patio. Un appareil qui vivait éparpillé dans la maison était devenu une extension de sa main. Les absences, mardi et jeudi entre 10h et 13h. Je vais chez Norma et sa cousine. J'entends ce nom depuis des années sans y penser. Un jeudi, par curiosité, j'ai appelé chez Norma sous prétexte de lui demander une recette que Sandra m'avait demandée. Norma a répondu calmement, a bavardé 5 minutes, a demandé des nouvelles des enfants, et à aucun moment n'a mentionné que ma femme était là ou qu'elle l'avait vue cette semaine. Je ne lui ai pas demandé directement. Je ne pouvais pas. Le moment où l'on demande directement, on se trahit. Et puis il y avait Marcelo. Marcelo est apparu dans nos vies il y a environ 8 mois. Il vend des assurances. Quelqu'un de la famille l'a présenté à Sandra et elle a commencé à le mentionner avec une naturalité qui ne m'a pas alerté à l'époque. Marcelo dit qu'on devrait revoir la police de la maison. Marcelo dit que l'assurance de la camionnette est mal calculée. Marcelo dit je l'ai vu 3 fois en tout. Un type de mon âge, peut-être un peu plus jeune, chemise bien repassée, le genre qui te serre la main avec ses 2 mains. Il se souvenait des noms de mes enfants. Il se souvenait que j'installais des caméras et me posais des questions techniques avec un air de grand intérêt. Je n'ai pas ressenti de jalousie. C'est ce qui me met tellement en colère aujourd'hui. Je n'ai absolument rien ressenti. Il me semblait un bon vendeur qui faisait son travail. Le 4e signe était le plus petit de tous, et c'est celui qui m'a le plus fait mal plus tard. Un dimanche, c'était l'anniversaire de Bernardo. Nous sommes allés à la maison du vieux quartier, celle où Sandra a grandi. Nous avons apporté un gâteau. Le vieil homme était assis dans son fauteuil habituel, sa canne appuyée contre la coudoir, répondant par monosyllabes. Jessica lui montrait des photos de sa natation sur le téléphone. Damian était dans le jardin avec son portable. À un moment, pendant que je versais le café, j'ai entendu Sandra dire à son père à voix basse quelque chose qui, à ce moment-là, m'a semblé de la simple affection. « Papa, ne t'inquiète plus pour les papiers. Je m'occupe de tout. Repose-toi. » Et Bernardo a hoché la tête. Rien de plus. Cet homme qui, de sa vie, n'avait jamais laissé personne signer quoi que ce soit à sa place a hoché la tête. J'étais à 2 mètres avec une cafetière à la main. Je l'ai entendu et j'ai continué à verser. 11 jours après ça, Sandra m'a envoyé la photo du badge. C'était un mardi à 21h. J'étais au lit, en train de revoir des devis sur l'ordinateur. Le message est arrivé avec la photo et au-dessus le texte, déjà inscrite mon amour. Dans 3 jours je rentre. La photo montrait le badge suspendu au lacet. Son nom imprimé en capitale, le logo d'un congrès d'agents et promoteurs du secteur de l'assurance, et les dates de l'événement. Elle m'a expliqué que c'était quelque chose que Marcelo lui avait obtenu, qu'elle pourrait peut-être commencer à travailler à temps partiel avec lui, qu'elle voulait recommencer à gagner son propre argent. Et c'est là que je dois dire toute la vérité, même si ça me fait paraître mauvais. J'étais content. Je lui ai dit que je trouvais ça excellent. Je lui ai dit que c'était le moment, qu'elle avait toujours été bonne avec les gens. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'argent pour le voyage. Elle m'a dit non, que l'hébergement était déjà pris en charge. Cette nuit-là, je me suis endormi heureux, le téléphone sur la table de nuit et cette photo encore ouverte à l'écran. Le lendemain, elle est partie. Je l'ai emmenée moi-même au terminal à 6h du matin. J'ai descendu sa valise, ajusté le col de sa veste, lui ai dit de me prévenir quand elle arriverait. Elle m'a serré fort, plus fort que d'habitude, et a tenu quelques secondes de plus avant de me lâcher. Je suis rentré à la maison à 7h15. La maison était silencieuse. Les enfants dormaient encore. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne l'avais pas prévu. Je n'avais rien décidé. Je suis juste entré dans la chambre, me suis assis au bord du lit, et sorti mon téléphone et rouvri cette photo. Je l'ai regardée en grand. J'ai zoomé. 13 ans d'installation de caméras m'ont appris une chose utile. Les gens mentent avec leur visage,
mais les détails ne mentent jamais. Un reflet, une ombre, leur imprimé dans un coin. On apprend à regarder l'arrière-plan avant le centre. Et dans l'arrière-plan de cette photo, derrière le badge, flou mais parfaitement lisible, il y avait un miroir. Dans le miroir, on voyait la chambre. Et dans la chambre, il y avait 2 valises. 2 valises. L'une était celle de Sandra. Je la connais, noire avec un ruban rouge attaché à la poignée, parce qu'une fois elle avait failli être emportée dans une gare routière. Elle était debout à côté du lit, encore fermé. L'autre était brun foncé, plus petite, rigide. Elle était ouverte sur un banc, avec des vêtements pliés dedans, et sur ces vêtements il y avait une chemise repassée. Je suis resté assis au bord de mon lit, le téléphone à 10 cm de mon visage. Zoomant jusqu'à ce que l'image se dissolve en pixels, puis dézoomant encore et encore, comme si dans un de ces passages le miroir allait me montrer autre chose. Il n'a rien montré d'autre. Ce que j'ai ressenti n'était pas de la colère. Attendez, la colère était encore loin. Ce que j'ai ressenti, c'était du froid, un froid de béton dans les mains, comme quand on saisit un outil qui est resté toute la nuit dans la camionnette. Je me suis levé, suis allé dans la cuisine, et mis de l'eau à chauffer et suis resté là à regarder la casserole sans allumer le feu. Puis j'ai entendu Jessica bouger dans sa chambre, et j'ai rangé le téléphone. J'ai préparé le petit déjeuner pour mes 2 enfants ce matin-là. Je les ai servis, emmenés à l'école, leur ai dit d'être sages. Damien a 16 ans et m'a répondu d'un grognement. Jessica a 12 ans et m'a donné un baiser sur la joue avant de descendre. Ensuite j'ai conduit jusqu'à l'entrepôt et j'ai travaillé 9 heures. Ça aussi, il faut le dire. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas conduit comme un fou jusqu'à cette ville. J'ai câblé un cabinet dentaire complet cet après-midi-là, chemise rentrée, en expliquant à un médecin où allait chaque caméra et pourquoi le couloir du fond avait besoin d'une 2e lentille. Il y a une partie de moi qui travaille toute seule. Ce jour-là, je l'ai laissé travailler. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était mis en ordre. Et pour la première fois depuis presque un mois, je ne cherchais plus d'explications rassurantes. Je cherchais autre chose. Je cherchais la chronologie. Cette nuit-là, quand les enfants dormaient, j'ai pris un carnet de l'entrepôt et me suis assis à la table de la cuisine. J'ai écrit les dates en colonne, comme j'écris les devis. Octobre, carte supplémentaire à mon nom demandée en agence. 19 février, copie des statuts, de ma pièce d'identité, du justificatif de domicile, du dernier bilan. 11 mars, 4 800 €, notaire, mardi matin. Dimanche d'anniversaire, papa, ne t'inquiète plus pour les papiers. Je m'en occupe. Cette semaine, conférence. J'ai regardé cette colonne longtemps, et c'est là que j'ai compris que je m'étais posé la mauvaise question. Pendant des semaines, je m'étais demandé avec qui était ma femme. C'est la question qu'un homme blessé se pose. Mais je ne gagne pas ma vie à être un homme blessé. Je gagne ma vie en entrant dans des endroits que quelqu'un d'autre a construits et en trouvant où ce qu'il croit protéger leur échappe. Et vu comme ça, cette colonne de date n'était pas une infidélité. Une infidélité n'a pas besoin des statuts d'une société. Une infidélité n'a pas besoin d'un notaire. Une infidélité ne coûte pas 4 800 € un mardi matin. Une infidélité se cache. Ce que je voyais ne se cachait pas. Ça se construisait. Quelqu'un assemblait quelque chose avec des papiers, et mes documents étaient une des pièces. Le lendemain, je suis allé chez le notaire, pas pour poser des questions. Je sais comment ça marche. On se présente en posant des questions et la première chose qu'ils font, c'est prévenir le client que quelqu'un s'est renseigné. Je suis allé autrement. J'ai mis la chemise de l'entreprise, celle avec le logo brodé sur la poitrine, et je suis arrivé avec un dossier et un mètre à ruban à la main. J'ai dit à la jeune femme à l'entrée que j'étais là pour faire le relevé pour le système de vidéosurveillance, devis, qu'il m'avait appelé la semaine dernière. Elle a vérifié son agenda, n'a rien trouvé, s'est excusée, a appelé quelqu'un au téléphone. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que peut-être on m'avait envoyé à la mauvaise agence, que si elle me laissait prendre quelques mesures du hall de toute façon puisque j'étais là. Elle m'a laissé. Je suis resté là-dedans 40 minutes avec le mètre à la main. J'ai mesuré les murs, écrit des choses dans le dossier, et pendant que je mesurais, j'ai fait la seule chose pour laquelle j'étais venu. Regardez le plafond. 5 caméras. Une à l'entrée, 2 dans le couloir, une dans la salle d'attente, une à la caisse,
et dans le coin au-dessus de la porte du bureau du fond. Un modèle que j'ai reconnu immédiatement parce que je le vends moi-même. Enregistrement local sur disque. Rétention standard de 90 jours. Le 11 mars était dans ces 90 jours, à 22 jours près. Ça ne m'aidait pas juridiquement. Je n'étais personne pour demander cet enregistrement, mais ça m'aidait pour autre chose. Savoir qu'il existait, savoir que ce mardi matin était sauvegardé quelque part et que si le jour venait où un juge le demanderait, il serait là. Souvenez-vous de ça aussi. Je suis sorti de chez le notaire, me suis assis dans la camionnette, et alors l'idée la plus évidente du monde m'est venue. Celle qu'on met des semaines à avoir parce que la peur bloque l'évidence. Si quelque chose a été signé devant notaire, c'est enregistré. Et si c'est enregistré, il y a un moyen de le consulter. Cet après-midi-là, j'ai cherché le seul avocat que je connais vraiment. Il s'appelle Arnon. J'ai installé le système d'alarme dans son bureau il y a 4 ans. Et depuis, nous parlons 2 fois par an, toujours pour le travail. Nous ne sommes pas amis. C'est précisément pour ça que je l'ai appelé, parce qu'il n'était pas de la famille. Parce qu'il ne connaissait pas Sandra. Parce qu'il n'allait pas me dire ce que je voulais entendre. Nous nous sommes rencontrés à 19h dans un café près de son bureau. J'ai posé le carnet devant lui. Je lui ai dit les dates sans fioriture, sans la partie du miroir ou des valises, juste les papiers. Arnon a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il est resté un moment à remuer le café qui n'était plus chaud. Puis il m'a posé 3 questions. Ton beau-père a-t-il des biens à son nom? Je lui ai dit oui. La maison du vieux quartier et la quincaillerie du coin. Il vit seul? Je lui ai dit oui, depuis que sa femme est morte il y a 3 ans. Et il marche bien? Je lui ai dit non. Qu'il utilise une canne depuis l'opération de la hanche. Qu'il sort à peine. Arnon a posé la cuillère. Victor, je vais te dire quelque chose, et je veux que tu écoutes tout avant de me répondre. 4 800 € chez un notaire, ce n'est pas un acte de vente. C'est trop peu pour ça, mais c'est exactement ce que coûte un paquet de formalités quand on en fait plusieurs le même jour ou quand le notaire doit se déplacer à domicile parce que le constituant ne peut pas être présent. Je n'ai rien dit. Un homme de 78 ans qui ne sort pas de chez lui, a-t-il continué, avec 2 biens à son nom et une fille qui s'occupe soudain des papiers. Je regardais la tasse. Ce que tu décris pourrait être une procuration, a-t-il dit. Et s'il s'agit d'une procuration générale pour acte de disposition, cette personne peut vendre, hypothéquer ou garantir ce qu'elle veut avec ses biens sans jamais plus demander quoi que ce soit à ton beau-père. Je lui ai demandé pourquoi il voudrait mes documents alors. Je ne possède rien de tout ça. Arnon m'a regardé une seconde de plus avant de répondre. C'est la bonne question, a-t-il dit. Et je n'aime pas la réponse à laquelle je pense. Une procuration ne crée pas d'argent, a dit Arnon. Elle ouvre juste une porte. Quelqu'un peut signer pour ton beau-père et mettre cette maison en garantie, mais une banque ne prête pas juste contre un bien. Elle veut voir une capacité de remboursement. Elle veut voir une entreprise qui fonctionne, avec un chiffre d'affaires, avec un historique. Il s'est tu un moment. Elle veut voir une société. Victor, j'ai compris avant qu'il finisse la phrase et je crois qu'il l'a vu sur mon visage parce qu'il a baissé la voix. Les statuts, ta pièce d'identité, le justificatif de domicile, le dernier bilan. On ne demande pas ça pour un prêt personnel. C'est le dossier d'une société qui va faire partie d'une transaction. La maison de ton beau-père est la garantie. Ta société est le visage. Je lui ai demandé ce qui se passerait si ça tournait mal. Ça dépend de la structure. Si ta signature apparaît quelque part, tu es responsable. Si ta société apparaît comme emprunteur ou co-obligé, tu es responsable avec tout ce que tu as. La camionnette, l'entrepôt, ta maison. Il m'a dit qu'il avait besoin de 3 choses avant de pouvoir me dire quoi que ce soit avec certitude. Le relevé bancaire complet, une copie de l'acte de la maison de Bernardo, et si possible l'instrument du notaire. Je lui ai dit que je pouvais obtenir les 2 premiers, mais pas le 3e. Alors commence par les 2 premiers, a-t-il dit. Et Victor, ne pose pas de questions à la maison. Je lui ai demandé pourquoi. Parce que s'il y a une procuration signée en mars et qu'ils ne l'ont pas encore utilisée, tu as du temps. Si tu demandes, ils l'utiliseront demain. Je suis sorti de ce café à 20h20 et je suis resté sur le trottoir comme un idiot, les clés à la main,
incapable de retrouver ma propre camionnette dans une rue où il n'y avait que 4 voitures stationnées. Sandra rentrait dans 2 jours. Cette nuit-là, je suis rentré et j'ai trouvé Damien encore éveillé, allongé sur le canapé avec son téléphone. Je lui ai demandé s'il avait dîné. Il a dit oui. Je lui ai demandé si sa sœur dormait. Il a dit oui. Et puis, sans lever les yeux de l'écran, il a demandé, « Il y a quelque chose qui ne va pas avec grand-père ?» J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je lui ai demandé pourquoi il demandait ça. Parce qu'il y a environ un mois, je suis allé le voir et on ne m'a pas laissé entrer. Je me suis assis sur le canapé en face de lui. Je lui ai demandé de me raconter lentement. Damien m'a dit qu'il était passé chez Bernardo un jeudi après l'école parce que c'était sur son chemin et que parfois il entrait pour un goûter. Qu'il avait frappé et qu'une dame qu'il ne connaissait pas avait ouvert. Qu'elle lui avait dit que le monsieur se reposait et qu'elle avait pour instruction de ne laisser entrer personne. Quelle dame ? Ai-je demandé. Je ne sais pas, en uniforme, comme une infirmière. Je lui ai demandé si elle lui avait dit son nom. Il a dit non. Je lui ai demandé s'il en avait parlé à sa mère. Il a dit oui, le même après-midi. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Damien a enfin levé les yeux du téléphone. Que grand-père était fragile et qu'on ne devait plus y aller sans appeler d'abord. Je lui ai dit que c'était bien, que c'était probablement ça, que son grand-père était vieux et avait besoin de se reposer. Je lui ai dit d'aller se coucher. Il s'est levé, a dit bonne nuit et est entré dans sa chambre. Je suis resté sur ce canapé jusqu'après minuit. Ils avaient mis quelqu'un à la porte de cet homme, non pas pour s'occuper de lui, mais pour filtrer qui entrait. Le lendemain, jeudi, je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé mon contremaître et lui ai dit de s'occuper de l'installation à la clinique. Puis j'ai conduit jusqu'au vieux quartier et me suis garé à une demi-rue de la maison de Bernardo, de l'autre côté de la rue, sous un arbre. Je suis resté là 4h30. À 11h20, une femme en uniforme bleu clair, d'une quarantaine d'années, est sortie avec un sac de courses. Elle a marché jusqu'au magasin du coin, celui qui était autrefois celui de Bernardo, et est revenue 12 minutes plus tard. Elle est rentrée. Personne d'autre n'est sorti. À 13h15, une voiture grise est arrivée et s'est garée juste devant. Marcelo est sorti. Il avait un dossier sous le bras. Il a frappé, on a ouvert, il est entré. Il est resté 40 minutes. Quand il est sorti, il n'avait plus le dossier. Je n'ai pas bougé. Je ne suis pas sorti de la camionnette. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai fait aucune des choses qu'un homme normal aurait faites. Je suis resté les mains sur le volant, le souffle court, en regardant ce type monter dans sa voiture, vérifier quelque chose sur son téléphone et partir. Puis j'ai attendu 20 minutes de plus et j'ai démarré et suis parti, parce que si j'étais resté je serais sorti. J'ai conduit sans but pendant environ une demi-heure. J'ai fini par me garer devant la quincaillerie du coin, celle que Bernardo a encore, celle qui ouvre à 7h du matin. Et à l'intérieur, derrière le comptoir, il y avait Paula. Paula travaille pour Bernardo depuis 11 ans. C'est elle qui ouvre, qui encaisse, qui ferme. Le vieil homme lui fait plus confiance qu'à son propre sang. Et ne me demandez pas pourquoi, mais quand on voit comment Bernardo traite cette femme et comment il traite les autres, on comprend. Je suis entré, et acheté un rouleau de ruban isolant dont je n'avais pas besoin, et pendant qu'elle me le facturait, j'ai demandé nonchalamment comment allait don Bernardo. Paula a laissé le billet dans la caisse sans la fermer et m'a regardé. « Victor, qu'est-ce que tu sais ?» Je lui ai dit rien. C'est pour ça que je demandais. Elle a jeté un coup d'œil dans la rue à travers la porte vitrée. Puis elle a baissé la voix. Elle m'a dit qu'il y a environ 4 mois, on avait changé le système. Qu'avant elle déposait les recettes du magasin directement sur le compte de Bernardo et lui apportait le relevé imprimé tous les 15 jours pour qu'il le vérifie à la loupe dans son fauteuil. Qu'en janvier, Sandra lui avait dit que son père n'était plus capable de ses courses, qu'elle devait lui donner les relevés. Et depuis, don Bernardo n'a plus vu un papier de banque. Elle m'a dit, pas un seul. Je lui ai demandé si elle avait pu lui parler. Elle a dit oui, qu'elle y allait le dimanche matin pour lui apporter les recettes de la semaine parce que le vieil homme l'avait demandé spécifiquement et que personne n'avait osé s'y opposer. Mais il est différent, Victor. Je lui ai demandé pour la maison et il a dit que tout était déjà réglé, que Sandra s'en occupait. Et quand j'ai demandé ce qui était réglé, il s'est tué et a changé de sujet. Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté.
Cet homme m'a vérifié jusqu'au dernier centime pendant 11 ans. Maintenant il signe tout ce qu'on lui met sous le nez et ne demande même pas ce que c'est. Je lui ai demandé si Bernardo était malade de la tête. Paula a secoué lentement la tête. Non, il est malade d'être seul. Je suis sorti de la quincaillerie avec le ruban isolant à la main. Je suis monté dans la camionnette et je suis resté assis là. Et pour la première fois de tout ce mois, mes yeux se sont remplis de larmes. Pas pour moi, pour ce vieil homme. Cet homme ne m'a jamais beaucoup aimé, ne m'a jamais embrassé, ne m'a jamais dit un mot gentil. Mais il ne m'a jamais menti. Pas une seule fois en 18 ans, et sa propre fille avait mis une inconnue à sa porte. Cette nuit-là, assis à la table de la cuisine, j'ai écrit une seule ligne sous la colonne des dates. Sandra arrive demain à 19h. Je suis allé la chercher au terminal à 19h10. Elle était fatiguée, les cheveux attachés, des lunettes de soleil sur la tête. Elle m'a serré, m'a donné la valise noire avec le ruban rouge, est montée et a commencé à parler de la conférence. Elle a parlé pendant les 25 minutes du trajet. Elle m'a raconté les présentations. Elle m'a parlé d'une femme de Guadalajara qu'elle avait beaucoup aimée. Elle m'a dit que la nourriture de l'hôtel était horrible. Elle a dit qu'elle avait appris plus en 3 jours qu'en 5 ans. Je conduisais et je disais oui. Au feu, je la regardais. Je n'avais jamais vu ma femme mentir aussi longtemps d'affilée. Et elle le faisait bien. Elle le faisait avec des détails, avec des noms, avec cette exacte quantité d'ennui que la vérité a. J'avais passé 18 ans à croire que je connaissais cette femme. Et dans cette voiture, j'ai compris que ce que je connaissais, c'était la version qu'elle me laissait voir. Quand nous sommes rentrés, Jessica est sortie en courant pour l'embrasser. Sandra a commencé à distribuer des choses de sa valise. Une lotion pour Jessica, une casquette pour Damien, un porte-clés pour moi. J'ai pensé à toi, a-t-elle dit. Je l'ai remerciée. J'ai mis le porte-clés dans ma poche. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je suis resté éveillé à faire des calculs. Pas d'argent, de temps. Arnaud m'avait dit quelque chose que je n'arrivais pas à sortir de la tête. Si la procuration existait et qu'il ne l'avait pas encore utilisée, j'avais du temps. Si je demandais, le temps s'épuiserait. Alors je n'ai pas demandé. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai donné la plus longue représentation de ma vie. Je me levais tous les jours à 6h30, prenais mon petit déjeuner avec elle, demandais ses projets. Quand elle m'a dit qu'elle allait commencer à travailler à temps partiel avec Marcelo, je lui ai dit que je trouvais ça parfait et lui ai demandé si elle voulait que je lui mette un bureau dans la chambre du haut. Quand elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent pour des vêtements de bureau, je lui ai donné l'argent sans demander combien ni pourquoi. Je suis allé au dîner d'anniversaire de sa sœur. J'ai ri des mêmes vieilles blagues, j'ai versé le café, et pendant ce temps, j'ai rassemblé. J'ai commencé par le plus facile. Je suis allé à la banque et j'ai demandé les relevés des 14 derniers mois, imprimés, tamponnés, tous. La jeune femme a demandé si je voulais aussi ceux de la carte supplémentaire. Je lui ai dit oui. Cette carte avait 13 mois de transaction. Je me suis assis dans la camionnette devant la banque et les élus du début à la fin, page par page, un marqueur à la main. Restaurant, station-service sur des autoroutes que je n'avais pas empruntées, un magasin de vêtements pour hommes 2 fois en novembre, un hôtel dans la même ville où nous habitons un mercredi de février, 180 €. Et au milieu de tout ça, 5 prélèvements qui ne collaient avec rien. 5 paiements à un cabinet, toujours de 950 €, toujours le même jour du mois. Un cabinet avec un nom de 2 noms de famille que je ne connaissais pas. Le premier daté de septembre de l'année précédente. Un mois avant l'émission de cette carte, quelqu'un payait déjà des conseils depuis avant que tout commence. La deuxième chose que j'ai rassemblée, c'est l'acte de la maison de Bernardo. Je l'ai obtenu au registre public, en payant les frais comme n'importe quel citoyen, parce que les détails d'un bien sont publics et qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un pour les demander. Ça m'a pris 6 jours et 60 €. Quand on m'a donné le certificat, je l'ai ouvert tout de suite, debout dans le couloir. La maison était encore au nom de Bernardo, sans hypothèque, sans annotation. J'ai ressenti un soulagement qui a duré exactement le temps qu'il m'a fallu pour rejoindre la camionnette et appeler Arnaud. C'est bien, m'a-t-il dit. Mais ça ne veut pas dire ce que tu penses. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas encore utilisé. L'inscription d'une hypothèque prend des semaines et parfois des mois pour apparaître, ou ça veut dire que la transaction est en cours. Ou ça veut dire qu'ils attendent quelque chose.
J'ai demandé, attendre quoi? Arnon sais-tu à l'autre bout? Victor, ton beau-père a-t-il un testament? Je lui ai dit que je ne savais pas trouve-le. La troisième chose que j'ai rassemblée était la plus dure, et je ne l'ai pas obtenue moi-même. Un dimanche matin, je suis allé à la quincaillerie. Paula faisait la comptabilité de la semaine dans un carnet, comme Susanna avec son grand livre. Deux femmes séparées par 20 kilomètres, qui écrivent tout à la main parce qu'elles n'ont jamais complètement fait confiance aux écrans. Je lui ai dit la vérité. Pas toute, mais la vérité. Je lui ai dit que je pensais que quelqu'un utilisait les papiers de Bernardo. Que je ne savais pas qui ni comment. Que je ne voulais pas la mettre dans le pétrin. Paula a fermé le carnet. Je m'occupe de l'argent de cet homme depuis 11 ans. Elle m'a dit, de quoi as-tu besoin? Je n'ai demandé qu'une chose. Que la prochaine fois qu'elle irait lui apporter les comptes, elle demande à Bernardo s'il avait signé quelque chose en mars. Rien de plus. Sans dire mon nom. Elle m'a rappelé le dimanche suivant à 11 h du matin. Du téléphone du magasin, elle m'a dit qu'elle lui avait demandé, que Bernardo avait d'abord dit non, qu'ensuite il s'était assis en réfléchissant, la tasse à la main, et qu'ensuite il avait dit lentement, comme quelqu'un qui se souvient de quelque chose qu'on lui a dit. Un avocat est venu à la maison. Sandra m'a dit que c'était pour qu'elle puisse toucher la pension et faire les papiers du magasin sans que j'aie à me déplacer. Je lui ai demandé si Paula lui avait dit ce qu'il avait signé. Je lui ai demandé, a-t-elle dit? Il m'a dit qu'il n'avait pas lu, qu'il y avait 4 pages et qu'elle lui avait juste dit où mettre son nom. Je suis resté là, le téléphone à l'oreille, assis à ma table de cuisine, en entendant le bruit de la caisse enregistreuse à l'autre bout. Et puis Paula a dit la phrase qui a brisé ce qu'il me restait. Victor. Ensuite il m'a demandé quelque chose et je n'ai pas su quoi répondre. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a demandé pourquoi ses petits-enfants ne viennent plus. J'ai raccroché. Je suis resté dans cette chaise longtemps. Cet homme croyait que ses petits-enfants l'avaient abandonné. Il ne savait pas que Damian avait été repoussé à la porte. On lui avait enlevé ses gens, puis on lui avait fait croire que les gens étaient partis d'eux-mêmes. Ce n'est pas de la fraude. La fraude, c'est un papier. C'est autre chose. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au bureau d'Arnon avec un dossier qui pesait maintenant 14 mois de relevé bancaire, le certificat du registre, le carnet avec la chronologie, la photo du badge. Je lui ai tout mis devant. Arnon a tout passé en revue page par page pendant presque 1 heure sans un mot. Quand il est arrivé aux 5 prélèvements du cabinet, il s'est arrêté, a sorti son téléphone, a cherché le nom et me l'a montré à l'écran. Ce cabinet n'est pas pour la gestion de patrimoine. C'est pour le recouvrement de créances. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Qu'il travaille pour le côté qui récupère, pas pour celui qui prête. Que leurs clients sont des institutions financières. Et si quelqu'un leur paie des conseils en septembre, quelqu'un met en place une opération de crédit avec garantie immobilière et veut savoir à l'avance comment ça s'exécute quand on ne paie pas. Il s'est appuyé au dossier de sa chaise. Victor, ce n'est pas ta femme qui te trompe et qui essaie au passage de profiter de son père. Ça remonte plus loin que ça. C'était planifié avant. Je lui ai demandé combien il pouvait obtenir. Arnon a pris une calculatrice, a entré la valeur approximative de la maison du vieux quartier, a ajouté la quincaillerie, a appliqué un pourcentage, a tourné l'écran vers moi. Contre ces 2 biens, avec une société comme la tienne impliquée, ils peuvent lever 240 000 €, peut-être plus. J'ai regardé ce chiffre longtemps, et s'ils ne paient pas, a continué Arnon, ils exécutent la garantie. Ton beau-père se retrouve sans logement à 78 ans. Et si ta société a été laissée comme co-obligée, tu te retrouves avec rien. Pas elle. Elle n'apparaît nulle part. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Arnon a rassemblé les papiers et les a alignés en les tapant sur la table. D'abord, j'ai besoin de voir cette procuration. Sans l'instrument, je ne peux rien faire. Je lui ai dit que Sandra l'avait caché quelque part et que je ne savais pas où. Arnon m'a regardé avec un très court demi-sourire, le premier que je lui avais vu de tout le mois. Victor, tu installes des caméras pour gagner ta vie. Je n'ai pas fait ce qu'il sous-entendait. Je tiens à le préciser, parce que pendant ces semaines j'ai beaucoup pensé au genre d'homme que j'étais en train de devenir. Je n'ai pas mis de caméra dans ma propre maison pour espionner ma femme. Pas parce que j'étais trop bien, mais parce qu'Arnon lui-même me l'a dit 3 jours plus tard quand j'ai appelé pour lui demander.
Tout ce qu'on obtient de cette façon est inutilisable et sert au contraire très bien à me pointer du doigt plus tard. Ce que j'ai fait, c'était beaucoup plus simple. J'ai attendu le jeudi. Les jeudis, Sandra était dehors de 10h à 13h. Elle ne disait plus qu'elle allait chez Norma. Maintenant elle disait qu'elle allait au bureau, que c'était le bureau de Marcelo, et elle s'habillait d'une façon qui me faisait serrer la mâchoire dans la salle de bain pour ne rien dire. Ce jeudi-là, je suis parti à 7h comme toujours. J'ai conduit 4 rues, me suis garé, et à 10h20 je suis revenu à pied jusqu'à ma propre maison. Jamais de ma vie je ne me suis senti autant comme un voleur dans un endroit que j'avais moi-même payé pendant 18 ans. J'ai commencé par l'évidence. Le tiroir de son bureau, des crèmes, un rosaire, de vieux reçus, le placard, les boîtes à chaussures, le grand sac. Elle ne l'utilise plus. Rien. Puis je me suis assis au bord du lit et j'ai pensé comme je pense quand j'entre dans une maison pour faire un relevé. On ne cache pas quelque chose d'important là où personne ne regarde. On le cache là où personne n'a de raison de regarder. Je suis monté dans la chambre du haut, celle où j'avais proposé de mettre un bureau. C'est là qu'on range les affaires des enfants qui ne servent plus, et les cartons de déménagement qu'on n'a jamais ouverts. Au fond, sous une couverture, il y avait une boîte en plastique avec les jouets de Jessica quand elle avait 5 ans. Sur les jouets, il y avait un dossier en plastique bleu. À l'intérieur, il y avait 3 choses. La première était un bail d'un bureau signé en janvier au nom de Sandra, loyer de 1100 par mois, 2 mois de caution, une adresse que je ne connaissais pas. La deuxième était un dossier avec le logo d'une société financière. À l'intérieur, il y avait une demande de crédit avec garantie hypothécaire remplie à la main, pas encore signée. Sur la ligne de l'emprunteur figurait le nom de ma société, mon numéro fiscal, mon adresse fiscale, et dans la case de la garantie, la maison du vieux quartier. La troisième était une simple copie, mais une copie quand même, d'un instrument notarié de 4 pages daté du 11 mars. Procuration générale pour procès et recouvrement, acte d'administration et acte de disposition. Constituant, Bernardo. Mandataire, Sandra. Je me suis agenouillé dans cette chambre, un dossier ouvert sur le sol et une boîte de jouets de ma fille à côté de moi, en relisant le mot disposition 4 fois de suite pour être sûr que ça disait ce que ça disait. Acte de disposition, vendre, hypothéquer, donner en garantie. Tout ce que cet homme avait construit en 50 ans, sur 4 pages signées par lui sans lire un mardi matin pendant que je câblais un cabinet médical. J'ai pris une photo de tout, page par page, avec de la lumière, sans ombre, avec le numéro de l'instrument lisible. 61 photographies en tout. Puis j'ai remis le dossier dans la boîte exactement comme il était, avec la couverture dessus, avec la boîte poussée dans le même coin. Je suis descendu, me suis lavé le visage, suis sorti de ma maison et suis allé travailler. Cet après-midi-là, j'ai fait du câblage dans une pharmacie. J'ai fini à 18h. Je me souviens que le gérant m'a demandé si j'allais bien parce que j'étais très silencieux. À 19h, j'étais au bureau d'Arnon avec mon téléphone à la main. Il a fait défiler les photos lentement, en zoomant sur chaque page. Quand il est arrivé à la demande de la société financière, il s'est arrêté longtemps. « C'est ton écriture ?» Je lui ai dit non. « Tu reconnais l'écriture ?» Je lui ai dit oui, c'était celle de Sandra. Arnon a posé le téléphone sur le bureau. « Très bien, » a-t-il dit. « Maintenant écoute-moi calmement parce que j'ai 2 nouvelles et l'une est pire que l'autre. » Je lui ai dit de commencer par la pire. La procuration est valable. Elle est bien rédigée. Ton beau-père l'a signée. Un notaire l'a certifiée. Et à moins qu'on puisse prouver qu'il était incapable ce jour-là, ce document tient. Et il n'est pas incapable. Il est vieux. Il est seul. Et il n'a pas lu. Ça arrive tous les jours. Et ce n'est pas un crime. Je lui ai demandé quelle était l'autre nouvelle. Qu'une procuration peut être révoquée. Je n'ai pas compris. Arnon s'est penché en avant. Victor, la personne qui donne une procuration peut la retirer quand elle veut. Elle n'a besoin de la permission de personne. Elle n'a besoin d'aucun procès. Ton beau-père peut entrer chez un notaire, dire qu'il révoque cette procuration, signer une révocation, et à partir de ce moment ta femme ne peut plus signer absolument rien pour lui. Je lui ai demandé combien de temps ça prendrait. Une demi-heure. Si le constituant est présent et lucide, une demi-heure. Et ensuite il a expliqué la partie qui m'a empêché de dormir pendant les 3 semaines suivantes.
Bernardo devait y aller en personne ou le notaire devait venir chez lui. Et pour ça, quelqu'un devait le demander et le payer. Et dans cette maison, il y avait une femme en uniforme qui filtrait qui entrait. Et il y a autre chose, a dit Arnon. Une révocation ne marche que si elle arrive en premier. S'il signe l'hypothèque d'abord, cette hypothèque est valable même si la procuration est révoquée ensuite. Le tiers de bonne foi, la société financière, est protégée, la maison est grevée, et ensuite il n'y a plus rien à faire sauf un procès qui prend des années. Je lui ai demandé combien de temps j'avais. Arnon a rouvert les photos et a cherché la demande. Elle n'est pas signée. Ils attendent quelque chose. Ça peut être l'expertise. Ça peut être l'avis juridique. Normalement, c'est entre 4 et 8 semaines à partir de la demande. Je lui ai demandé la date de la demande. Il a zoomé sur le coin de la page. 22 avril. J'ai fait le calcul tout haut comme un idiot. C'était le 12 mai. Je suis sorti de ce bureau avec l'exacte sensation de courir dans un rêve. Un de ceux où on bouge les jambes et on n'avance pas. Je devais sortir Bernardo de sa maison et l'amener chez un notaire sans que Sandra le sache, sans que la femme en uniforme donne l'alerte, sans que Marcelo apparaisse avec son dossier sous le bras. Et je devais le faire avec un homme de 78 ans qui marchait avec une canne, qui ne savait rien, et qui, si je lui disais tout d'un coup, pourrait faire exactement ce que font les pères, protéger leurs filles. C'était le vrai problème, pas le papier. Le vieil homme. J'ai commencé par la seule chose à laquelle j'ai pu penser. Je suis retourné à la quincaillerie le dimanche. Paula m'a écouté entièrement. Cette fois je lui ai parlé de la procuration, de la société financière, du chiffre qu'Arnon avait calculé. Je lui ai montré les photos sur le téléphone. Elle les a regardées une par une sans rien dire. Et quand elle a fini, elle a fixé la rue à travers la porte vitrée. 240 000, a-t-elle dit. Je lui ai dit peut-être plus. Paula s'est assise sur le banc derrière le comptoir. C'est la première fois en 11 ans que je la vois s'asseoir pendant les heures d'ouverture. Il va me demander si tu es impliqué, a-t-elle dit. Je lui ai dit de lui dire la vérité. La vérité, c'est que sa fille l'a volé et que le gendre l'a découvert. Elle a dit, Victor, cet homme ne te croira jamais plus tôt qu'elle. Jamais. Je lui ai dit que je le savais déjà. Et alors Paula a dit la phrase qui a mis en mouvement tout ce qui a suivi. Pas toi. Mais il croira un papier de banque. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a reparlé de janvier. Que Sandra avait ordonné que les relevés bancaires du magasin lui soient donnés et que Bernardo n'en avait plus vu un seul depuis. 11 ans de vérification jusqu'au dernier centime, coupé comme ça. Cet homme ne comprend pas les procurations ni les hypothèques, a dit Paula. Mais il comprend un relevé de banque. Il les a lus toute sa vie. Je lui ai demandé si elle pouvait en obtenir un. Paula a ouvert le tiroir du bas du comptoir, celui qui a une clé, et a sorti une enveloppe. Je fais les dépôts, a-t-elle dit. Et le bordereau de dépôt est à moi. À l'intérieur, il y avait des bordereaux classés par date, avec son écriture notée dans le coin de chacun. Voici chaque centime qui est entré de ce magasin depuis janvier, a-t-elle dit. Si le relevé de son père ne correspond pas à ça, il le verra en 30 secondes. Je lui ai demandé comment on allait obtenir le relevé si Sandra les avait. Paula m'a regardé de la façon dont on regarde quelqu'un qui complique les choses. Victor, le compte est à lui. C'est son nom, sa signature, son magasin. Cet homme peut demander son propre relevé au guichet quand il veut, mais il ne peut pas marcher jusqu'à la banque. Paula s'est levée du banc et est retournée à sa place derrière la caisse. La banque est à 4 rue du Notaire. Ça nous a pris 9 jours à monter, et pendant ces 9 jours, quelque chose à laquelle je n'avais pas compté est arrivé. Sandra est devenue affectueuse. Je ne sais pas comment l'expliquer sans avoir l'air ridicule. Elle a commencé à cuisiner des choses qu'elle n'avait pas cuites depuis des années. Elle m'a demandé un mardi si je voulais aller au cinéma. Elle m'a touché l'épaule en passant derrière ma chaise un soir pendant que je relisais des devis et m'a dit que j'avais l'air fatigué. J'étais assis dans ma cuisine avec 61 photographies sauvegardées sur mon téléphone et ma femme me caressait l'épaule. Cette nuit-là, je suis allé dans la salle de bain et me suis assis au bord de la baignoire, le visage dans les mains, longtemps, parce qu'une partie de moi voulait croire. C'est le détail que personne ne te raconte sur ces choses. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un du jour au lendemain juste parce qu'on a des preuves. Je regardais cette femme et je voyais la fille de la réception qui riait de mes mains sales.
Je voyais l'hôpital quand Damien est né. Je voyais 18 ans, et ensuite je me souvenais d'une phrase, « Pourquoi mes petits-enfants ne viennent plus ?» Ça m'a soutenu. Chaque fois que je commençais à m'adoucir, je me souvenais de ce vieil homme demandant ça dans son fauteuil, croyant qu'il avait été abandonné. Le plan était simple, ce qui est le seul genre de plan qui marche. Paula allait dire à Bernardo qu'elle avait besoin qu'il aille à la banque. Pas à cause de la procuration, pas à cause de Sandra, pas à cause de moi, à cause du magasin. Elle allait lui dire qu'il y avait un écart dans les dépôts et qu'elle ne pouvait pas demander le relevé parce que le compte n'était pas à elle. C'était vrai. En plus, on n'inventait rien. Bernardo irait. Cet homme peut être seul et il peut être vieux. Mais si on lui dit qu'il y a un écart dans son magasin, il sort de son fauteuil. Même s'il doit se traîner. Je serai dehors de la banque avec la camionnette. Arnaud attendrait chez le notaire à 4 rues, avec la révocation déjà rédigée et le rendez-vous fixé à 10 heures du matin. Et entre les deux, la seule partie du plan qu'on ne pouvait pas contrôler, les 40 minutes pendant lesquelles cet homme lirait un papier de banque et déciderait qui croire. Le problème, c'était de le sortir de la maison. C'est là que Jessica est entrée sans le savoir. Ma fille a 12 ans et a une façon de parler qui fait sauter les portes. Un mercredi au dîner, elle a dit tout auquel voulait aller voir grand-père, qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps et qu'elle voulait lui montrer des photos de sa natation. Sandra lui a dit que grand-père était fragile, mais s'il est fragile, c'est encore plus une raison, a dit Jessica. Je n'ai rien dit. J'ai continué à manger, mais j'ai vu le visage de Sandra et j'ai vu que quelque chose s'était fermé en elle. Le lendemain, j'ai appelé Paula et lui ai dit qu'il fallait le faire maintenant, que si Sandra commençait à sentir de la pression de l'intérieur de la maison, elle précipiterait la signature. On l'a fixé pour le mardi suivant. Le lundi soir, tout a failli s'écrouler. J'étais dans la chambre en train de ranger des vêtements quand Sandra est entrée avec son téléphone à la main et m'a demandé juste comme ça, sans préambule, « Tu es allé à la quincaillerie ?» Ma gorge s'est desséchée. Je lui ai dit oui, que j'étais passé acheter du ruban. « Et pourquoi tu as demandé à Paula pour mon père ?» J'ai eu 2 secondes pour décider du reste de ma vie. Je lui ai dit la plus petite vérité que j'avais. Je lui ai dit que Damien m'avait raconté qu'on ne l'avait pas laissé entrer dans la maison, que j'avais trouvé ça étrange et que j'avais demandé à Paula parce que je ne voulais pas lui demander et faire un drame de quelque chose qui n'était probablement rien. Et ensuite j'ai fait la seule chose intelligente que j'ai faite de tout le mois. Je me suis mis en colère. Je lui ai dit que mon fils de 16 ans était parti de chez son grand-père avec la porte fermée au nez et qu'elle ne me l'avait pas dit. J'ai élevé la voix. Je lui ai dit que cet homme était le grand-père de mes enfants. Ça a marché parce que c'était vrai. On ment mieux quand la moitié est vraie. Sandra s'est mise sur la défensive. Elle m'a dit que je ne comprenais pas ce que c'était de voir un parent vieillir, que l'infirmière était nécessaire, qu'elle portait tout seul. On a fini par se disputer pour autre chose. On s'est endormi dos à dos, mais elle s'est endormie calme. C'était la seule chose qui importait. Le mardi à 9h40 du matin, j'étais garé devant la banque sur l'avenue. À 9h58, un taxi est arrivé. Paula est sortie d'abord, puis lentement, les 2 mains sur le cadre de la portière, Bernardo est sorti. Il portait une chemise à manches longues, rentrée, des chaussures cirées. Cet homme s'était habillé pour aller à la banque à 10h du matin, comme si c'était 1978. Je les ai vus entrer. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. Ils sont restés 31 minutes. Quand ils sont sortis, Bernardo avait un papier plié à la main, et il ne l'avait pas donné à Paula. Ils ont marché jusqu'au banc de l'arrêt de bus, juste là sur le trottoir, et se sont assis. Le vieil homme a déplié le papier, a sorti ses lunettes de la poche de sa chemise et les a mises. J'étais à 30 mètres, dans ma camionnette, les mains sur le volant. Je l'ai vu lire. Je l'ai vu baisser le papier. Je l'ai vu dire quelque chose à Paula. Je l'ai vu relever le papier et lire encore, en suivant les lignes du doigt. Ce geste des gens qui apprennent à lire les chiffres avant d'apprendre à lire les livres. Puis il est resté immobile longtemps, le papier sur les genoux, à regarder la rue. Paula s'est tournée vers ma camionnette. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'à ce banc. C'était la plus longue marche de ma vie. Bernardo a levé les yeux quand il m'a vu arriver. Il n'avait pas l'air surpris. Cet homme n'avait jamais l'air surpris de rien. Tu savais, a-t-il dit. Je lui ai dit oui. Depuis quand ?
Je lui ai dit que j'avais commencé à suspecter en mars et que j'en étais sûr depuis 3 semaines. Bernardo a hoché lentement la tête. Puis il m'a tendu le papier. Lis-le. Je l'ai déjà lu 2 fois et j'ai besoin que quelqu'un d'autre me dise que ça dit ce que ça dit. Je me suis assis à côté de lui sur ce banc, des bus passant à 2 mètres. Et j'ai lu le relevé bancaire de la quincaillerie. Les dépôts de Paula étaient tous là, chaque semaine à l'heure, le montant exact qu'elle avait noté sur ses bordereaux. Et de l'autre côté, il y avait 11 retraits, 11 virements vers le même compte à partir de février, toujours entre le 28 et le 30. Il totalisait 38 400 €. La quincaillerie du coin d'un homme de 78 ans saignait 4 000 € par mois depuis février, et il ne le savait pas parce qu'on lui avait enlevé le papier où on le voit. Je lui ai dit ce que ça disait. Je n'ai rien embelli. Bernardo a fixé le sol et ensuite a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Je croyais que je n'arrivais plus à joindre les 2 bouts parce que j'étais vieux. Sa voix s'est cassée sur le mot vieux, juste une fois. Puis il s'est repris. Je lui ai tout dit, là, sur ce banc. La procuration du 11 mars, la demande de la société financière avec le nom de ma société, les 240 000 €, la maison, le magasin. Je lui ai aussi parlé de la carte et de l'hôtel et de Marcelo. C'était plus dur pour moi parce qu'il y a des choses qu'un homme ne veut pas dire au père de sa femme. Bernardo a tout écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai fini, il est resté silencieux longtemps. Un bus s'est arrêté devant. Des gens sont montés et sont partis. Ma fille a mis une infirmière à ma porte. Il l'a dit, ce n'était pas une question. J'ai dit oui quand même. Et m'a fait croire que mes petits-enfants ne voulaient plus venir. Je lui ai dit que Damien était venu en avril et qu'on l'avait repoussé à la porte. Bernardo a fixé la rue et ensuite il a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il a saisi sa canne, s'est appuyé dessus avec les 2 mains et s'est levé de ce banc tout seul. Où est l'avocat? Je lui ai dit à 4 rues. Allons-y. Je lui ai demandé s'il était sûr. Je lui ai dit que c'était sa fille, qu'il devait y réfléchir, qu'on avait jusqu'à vendredi. Bernardo m'a regardé. Victor, j'ai ouvert ce magasin quand j'avais 27 ans. Je l'ai ouvert avec de l'argent emprunté et je l'ai remboursé en 11 ans. Je n'ai jamais manqué de payer un seul centime à personne. Il a frappé une fois la canne contre le trottoir. Ma propre fille ne va pas me le prendre avec un papier que j'ai signé sans mes lunettes. Nous avons marché les 4 rues. Ça lui a pris 22 minutes à cause de sa hanche. Je ne l'ai pas pressé une seule fois. À 11h54 du matin, chez un notaire sur l'avenue, Bernardo a signé la révocation de cette procuration avec ses lunettes, en lisant chaque ligne, en demandant 2 fois ce que signifiaient les actes de disposition. Arnon a demandé l'inscription immédiate et la notification par voie notariale au mandataire et à la société financière. Nous sommes sortis de là à 13h10. Sandra l'a appris 3 jours plus tard et elle n'a pas réagi comme je m'y attendais. Elle a réagi bien pire. Le vendredi soir, je suis rentré et toutes les lumières étaient allumées. Sandra était debout dans le salon, encore en vêtements de ville, une enveloppe ouverte à la main. L'enveloppe de la notification notariale. Les enfants n'étaient pas là. J'ai appris plus tard qu'elle les avait envoyés chez sa sœur le même après-midi. « Qu'est-ce que tu as fait ?» m'a-t-elle dit. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et alors elle m'a crié dessus, 18 ans sans vraiment me crier dessus. Et cette nuit-là elle a crié d'une façon qui a dû s'entendre dans la rue. Elle m'a dit que j'étais un traître, que j'étais allé empoisonner son père, que je m'étais mêlé de ceux qui ne me regardaient pas, qu'elle était la seule à s'être occupée de cet homme pendant que tout le monde se lavait les mains. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit une seule phrase. Je lui ai dit qu'il y avait 11 virements. Elle s'est effondrée. J'ai vu le changement sur son visage et c'était pire que le cri. C'était le moment où elle a arrêté de se défendre et a commencé à calculer. C'est le compte de dépenses de mon père, a-t-elle dit maintenant avec une autre voix. Une voix raisonnable. L'infirmière coûte de l'argent. Les médicaments coûtent de l'argent. Tu n'as aucune idée de ce que ça coûte d'entretenir une personne malade. Je lui ai demandé combien gagnait l'infirmière. Elle n'a pas répondu. Je lui ai dit que 4 000 € par mois, ce n'était pas une infirmière. Je lui ai dit que l'hôtel de février non plus. Et alors Sandra a fait quelque chose qui m'a complètement brisé à l'intérieur. Elle s'est assise sur le canapé, a mis les mains sur son visage et a commencé à pleurer. Puis elle a levé les yeux et a dit, « Victor, j'allais tout rembourser.
Nous étions tous les deux dans ce salon en silence. Et j'ai compris à ce moment exact qu'elle ne niait rien. Elle négociait. Je lui ai demandé pour Marcelo. Elle s'est essuyé le visage avec la paume de la main et m'a dit que c'était fini depuis des mois, que ça avait été une erreur, qu'elle était déprimée, que je n'étais jamais là. Je lui ai demandé pourquoi il y avait 2 valises dans le miroir de la photo du badge. Ses larmes se sont asséchées instantanément. Tu m'espionnais. Je lui ai dit qu'elle m'avait envoyé la photo. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre du haut, dans la même pièce où j'avais trouvé le dossier, la porte non verrouillée parce qu'il n'y avait pas de serrure à mettre. À 3 heures du matin, je l'ai entendu parler au téléphone dans le jardin. Le samedi, l'autre partie a commencé. La partie qu'Arnon n'avait pas anticipée. Sandra n'est pas partie. Elle n'a pas demandé le divorce. Elle ne s'est pas excusée. Elle a commencé à raconter une autre histoire. Le dimanche au déjeuner de famille, auquel je ne suis pas allé. Elle a dit à tout le monde que j'avais des problèmes mentaux, que j'étais obsédé depuis des mois, que je fouillais des papiers au milieu de la nuit, que je suivais des gens dans la camionnette, que j'avais manipulé un homme de 78 ans pour l'emmener chez un notaire dans le dos de sa propre fille. Et la partie la plus intelligente, que je faisais tout ça parce que mon entreprise allait mal et que je voulais mettre la main sur la maison de mon beau-père. Ça marche parce que ça a la forme de la vérité. J'avais fouillé des papiers au milieu de la nuit. J'avais été garé devant cette maison pendant 4h30. J'étais allé avec Bernardo chez un notaire sans le dire à personne. Ma belle-sœur m'a appelé le lundi pour me dire que j'avais besoin d'aide professionnelle. Ma belle-mère n'est plus là, mais la sœur de Sandra et les cousins et la moitié de ses 22 parents ont commencé à me traiter comme on traite un homme qui devient fou, avec cette horrible gentillesse qu'on utilise avec les malades. Et de l'autre côté, Marcelo est apparu. Le mercredi à 19h, il a frappé à ma porte, seul, avec la même chemise repassée et la même façon de serrer la main avec ses 2 mains. Il m'a dit que nous étions venus parler comme des adultes. Je lui ai dit que nous n'allions parler de rien, et alors il m'a dit, à la porte de ma propre maison, en souriant, « Victor, la demande de crédit a les coordonnées de ta société, ton numéro fiscal, ton adresse, ton bilan. Si ça finit dans un dossier d'enquête, celui qui va devoir expliquer pourquoi sa société apparaît dans une transaction avec la maison de son beau-père, c'est toi. » Alors j'ai compris à quoi j'avais servi tout ce temps. Je n'étais pas un dommage collatéral. J'étais le dessein. Ma société était celle qui allait apparaître. Mon nom était celui qui allait signer. Et si quelque chose tournait mal, celui qu'on pointerait du doigt serait le gendre qui s'était mêlé des biens du vieil homme. J'ai claqué la porte au nez. Et le même soir, j'ai appelé Arnon à 21h30 et lui ai dit que j'avais besoin de le voir dès le lendemain matin. Ils construisent un récit, lui ai-je dit, et leur récit est meilleur que le mien. Arnon a tout écouté. Puis il m'a dit la phrase qui a organisé les 20 jours suivants. Victor, ils ont raison sur une chose pour l'instant. Ça ressemble à une querelle de famille. Un gendre contre une fille. Et dans une querelle de famille, celui qui a le plus de parents gagne. Je lui ai demandé quoi faire. Sors ça du domaine familial et mets-le dans le domaine où il n'y a pas d'opinion. Nous avons commencé cette semaine-là. Premièrement, la révocation était déjà enregistrée et notifiée. C'était clos. Deuxièmement, Arnon a préparé la plainte pour les 11 virements. Je ne l'ai pas déposée. Bernardo l'a fait en personne, avec Paula comme témoin et avec 11 ans de bordereau de dépôt classés par date dans un dossier. C'était le point qui a tout changé, parce que le moment où le plaignant n'était plus le gendre rancunier mais le titulaire du compte avec des documents, l'histoire selon laquelle j'étais fou s'est effondrée toute seule. Troisièmement, et ça c'était à moi, je suis allé à la société financière, j'ai pris rendez-vous en tant que client, je suis arrivé avec les statuts de ma société, ma pièce d'identité et la copie de la demande que Sandra avait remplie à la main. J'ai expliqué à l'exécutif avec un calme total que ma société n'avait autorisé aucune transaction, que le bilan qu'ils avaient été obtenu sans mon consentement et que si cette demande bougeait d'un millimètre de plus, il y aurait une plainte avec mon nom comme plaignant. J'ai laissé une lettre signée désavouant la transaction avec un accusé de réception. Cet accusé était le papier le plus important de toute ma vie et il tenait sur une page. Quatrièmement, je suis allé voir Susanna. Je lui ai tout dit. J'ai encaissé les 9 ans de travail ensemble cet après-midi-là. Susanna a regardé dans son carnet à couverture rigide et m'a sorti la note du 19 février avec l'heure, avec le détail de quelle copie elle avait remise et à qui. Puis elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Victor,
tu sais ce qu'elle m'a demandé d'autre? Je lui ai dit non. Elle m'a demandé si une société pouvait avoir un deuxième administrateur et comment on faisait. J'ai eu froid. Je lui ai demandé ce qu'elle avait répondu. J'ai répondu que ça se faisait en assemblée générale et qu'il fallait la signature de l'associé majoritaire et que l'associé majoritaire, c'est toi. C'était la dernière pièce. Il ne voulait pas seulement utiliser ma société. Il voulait entrer dedans. Susanna m'a rédigé une déclaration avec tout ça, signée, avec son numéro professionnel joint. Et cinquièmement, celle qui a fait le plus mal, j'ai parlé à mes enfants. Je les ai assis tous les deux un samedi matin et je leur ai dit que leur mère et moi avions un problème sérieux, qu'il y aurait des avocats et que rien de tout ça ne les concernait. Damien m'a demandé si ça avait à voir avec grand-père. Je lui ai dit oui. Ce garçon de 16 ans qui en 3 ans ne m'avait pas dit une phrase complète sans grogner est resté silencieux un moment et a ensuite dit, je peux leur parler de la porte, de la dame qui ne m'a pas laissé entrer. Je lui ai dit que j'espérais que ce ne serait pas nécessaire. Ça l'a été. Au début de juin, le dossier était monté. 11 virements documentés, la procuration révoquée et enregistrée, le désaveu à la société financière avec accusé, la déclaration de Susanna, les bordereaux de Paula, les 14 mois de relevé de la carte supplémentaire, et au milieu de tout ça, la vie continuait comme si de rien n'était. Ce qui est la partie la plus étrange de tout ça. Sandra et moi avons continué à vivre dans la même maison pendant 3 semaines de plus. Nous prenions le petit déjeuner à la même table. Elle disait bonjour. Je répondais. Les enfants nous voyaient jusqu'à un mardi à 21h. J'ai reçu un message. Sandra, de la pièce d'à côté, m'envoyait un texto. J'ai besoin d'aller à une conférence jeudi, 3 jours. Tu peux m'emmener au terminal? J'ai regardé cet écran longtemps. Puis j'ai répondu oui. Et le lendemain, je suis entré dans le bureau d'Arnon et lui ai dit que je voulais déposer le divorce avant jeudi. Arnon m'a demandé pourquoi la précipitation. Je lui ai dit que ce n'était pas une précipitation, que j'avais vécu pendant 4 mois dans une maison où je devais jouer tous les jours et que je ne pouvais plus. Il y a autre chose, lui ai-je dit. J'ai expliqué ce à quoi je pensais depuis 2 jours et il a compris avant que j'ai fini. Sandra avait dit à la moitié de la famille que j'étais malade mentalement. 22 parents croyaient cette version et aucun d'eux n'allait lire un dossier. Mais une preuve de dépôt de plainte, c'est une seule feuille avec un numéro, avec une date. N'importe qui peut comprendre ça. Ne le fais pas par vengeance, m'a dit Arnon. Fais-le pour qu'il y ait une trace. Je lui ai dit que j'allais le faire pour les 2 raisons et que je préférais ne pas mentir à mon avocat. Nous avons déposé le mercredi à 11h du matin un divorce non contesté avec demande de mesures provisoires sur les biens de la société et sur la maison. Nous avons joint tout. Les relevés bancaires, la déclaration de Susanna, l'accusé de la société financière. Le jeudi à 6h du matin, j'ai emmené Sandra au terminal. J'ai descendu sa valise, ajusté le col de sa veste comme toujours. Elle m'a serré fort et a tenu quelques secondes de plus, juste comme l'autre fois. Merci de m'avoir emmené, a-t-elle dit. Je lui ai dit de prendre soin d'elle. Je l'ai regardé monter dans ce bus et je suis resté sur le quai jusqu'à ce qu'il parte. Je n'ai pas ressenti de haine. J'ai ressenti une tristesse énorme et très ancienne, comme quand on ferme une maison où plus personne n'habite. Cet après-midi-là, elle m'a envoyé la photo du badge, le même genre de photo, le lacet, le logo, son nom en capitale. Déjà inscrite mon amour. J'étais dans l'entrepôt quand ce message est arrivé. Je l'ai lu, j'ai rangé le téléphone et j'ai fini de câbler ce que je câblais. Mon vol partait le lendemain à 7h05 du matin. Une installation dans une autre ville, un contrat que j'avais signé 2 mois plus tôt quand je croyais encore que ma vie était différente. J'aurais pu l'annuler. Je ne l'ai pas annulé. Je suis arrivé à l'aéroport à 5h30, j'ai enregistré mon bagage, je me suis assis dans la salle d'attente avec un café que je n'ai pas bu, et à 6h40, l'embarquement déjà annoncé, j'ai écrit les 7 lignes et j'ai mis la photo de la preuve de dépôt en dessous. Avec le numéro de dossier et la date lisible. J'ai appuyé sur envoyer au groupe familial. 11 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour commencer. Le téléphone a commencé à vibrer sans pause. Un bourdonnement continu avec des messages arrivant plus vite que l'écran ne pouvait les afficher. Des noms qui montaient et disparaissaient. Des points de suspension à 4 endroits en même temps. Un appel avalé par un autre appel et celui-là par un autre jusqu'à ce que l'écran se fiche blanc,
ne répondant plus au toucher. Je l'ai baissé lentement et l'ai appuyé contre ma jambe. À 400 km de là, Sandra prenait son petit déjeuner dans une salle à manger d'hôtel. Elle a laissé son assiette servie, est sortie en courant et a conduit jusqu'à l'aéroport de cette ville, le téléphone collé à l'oreille, parce que son vol de retour partait 3 heures plus tard et parce qu'elle avait besoin de me parler avant que ça devienne public. Elle n'a été à l'heure pour rien, et ce qui s'est passé 5 minutes plus tard n'était pas dans mes plans. J'arrivais au comptoir de la porte d'embarquement quand le téléphone s'est débloqué. Un seul message vocal est arrivé, puis un autre. Puis 14 textos, tous du même numéro. Marcelo avait appris à 6h41 parce que quelqu'un de cette famille lui avait transmis mon message en moins d'une minute et il avait compris avant tout le monde ce que cette preuve de dépôt signifiait. Ça signifiait qu'il y avait un dossier et que dans ce dossier il y avait la demande de crédit qu'il avait montée. Les messages ont commencé par proposer de parler, puis en proposant de l'argent. Au 7e message, il expliquait déjà qu'il n'avait fait que gérer le processus, que celle qui avait rempli la demande c'était Sandra, qu'il n'avait jamais eu accès au compte de Don Bernardo. Et dans le message vocal numéro 2, qui dure 1 minute et 40 secondes, cet homme a dit textuellement que l'idée de la procuration avait été la sienne, qu'il avait expliqué comment ça marchait, mais qu'il n'avait jamais mis les pieds chez ce notaire. Il se sauvait, et pour se sauver, il la livrait complètement. J'ai écouté ces audios en entier, debout dans la file d'embarquement, mon billet à la main. Puis je n'ai rien répondu. J'ai tout transmis à Arnon avec une seule ligne. Ça est arrivé tout seul. Je suis monté, j'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi 2h30 dans cet avion, ce qui a été le meilleur sommeil que j'avais eu en 5 mois. Sandra est arrivée dans ma ville cette nuit-là. J'étais à 1000 km. Ce qui a suivi a pris 8 mois et n'avait rien de cinématographique. Ça avait des salles d'attente, des copies certifiées et des avocats qui parlaient de délai. Bernardo a témoigné 3 fois. La dernière fois, il a parlé pendant 40 minutes avec ses lunettes, en pointant du doigt chaque ligne de ses propres relevés bancaires. Personne qui l'a entendu ce jour-là n'a plus jamais dit que cet homme n'était pas lucide. Les audios de Marcelo sont entrés dans le dossier. Il a fini par signer un accord pour éviter les poursuites. Il a reconnu sa participation à la gestion, a rendu sa part des 38 400 € et est resté comme témoin. Il a perdu son portefeuille de clients, a perdu la représentation de la compagnie d'assurance et a quitté la ville. J'ai entendu que sa femme avait tout appris par le dossier. Je n'ai jamais demandé à personne ce qui s'était passé avec ça. Sandra a rendu 8 400 € dans un accord de règlement. Elle n'est pas allée en prison. Son propre père a demandé qu'on ne la poursuive pas au-delà de la restitution. Et c'était le seul moment de tout le processus où cet homme a pleuré en public. Mais Bernardo a fait autre chose. Il est retourné chez le notaire avec ses lunettes et a fait un testament. La maison du vieux quartier et le magasin ont été mis au nom de Damian et Jessica dans une fiducie jusqu'à leurs 25 ans. Il n'a rien laissé à Sandra. Ce n'est pas une punition, m'a-t-il dit quand j'ai demandé. C'est que je ne veux pas qu'elle ait à décider encore. Le divorce a été finalisé en mars. La société est restée hors des biens matrimoniaux parce que la tentative de la compromettre sans mon consentement a été prouvée. La maison a été vendue et partagée moitié-moitié. Les enfants sont restés avec moi, non parce qu'un juge l'a dit, mais parce que Damian avait 17 ans à ce moment-là et l'a demandé, et Jessica a dit qu'elle voulait être là où était son frère. Sandra les voit. Je n'ai jamais fait de problème avec ça et je n'en ferai pas. C'est leur mère. Sur les 22 parents du groupe, 4 m'ont parlé le premier mois, 17 ne m'ont plus jamais parlé. Et une, la sœur de Sandra, celle qui m'avait appelé pour me dire que j'avais besoin d'aide professionnelle, m'a cherché 7 mois plus tard pour s'excuser sur le trottoir d'un supermarché. Je lui ai dit que c'était bien. On ne s'est plus revus. J'ai quitté ce groupe moi-même le jour où le divorce a été finalisé, sans écrire quoi que ce soit. Je suis juste parti. Paula est toujours à la quincaillerie. Maintenant elle est gérante avec un titre et un salaire de gérante, parce que Bernardo a enfin compris que cette femme valait plus que la moitié de son sang. Susanna tient toujours mes livres. Quand je lui apporte les factures du trimestre, elle me demande toujours la même chose. Tu les as vérifiées toi-même? Et je réponds toujours oui. Maintenant, je le fais. L'entreprise est la même. 5 personnes, la camionnette, l'entrepôt qui sent le câble brûlé. Je ne me suis pas enrichi de ça. Je n'ai récupéré rien qui n'était pas à moi. J'ai récupéré autre chose. Bernardo vit avec nous depuis octobre.
j'ai aménagé la chambre du bas pour lui avec des barres d'appui dans la salle de bain et sans marche. L'infirmière est partie le même jour où l'argent qu'il a payé s'est tari. Le dimanche, Jessica s'assoit avec lui dans le salon et lui montre des vidéos de natation. Damien l'emmène à la quincaillerie le samedi matin parce que le vieil homme insiste pour vérifier les comptes même si Paula les lui envoie déjà sur son téléphone. Et il y a une chose que nous faisons qui ne semblerait importante à personne d'autre. Le dernier dimanche de chaque mois, nous nous asseyons tous les deux à la table de la cuisine avec les relevés bancaires imprimés, les siens et les miens, avec des lunettes, avec un crayon. Ça me prend 20 minutes. Ça lui en prend 1 heure parce qu'il vérifie jusqu'au dernier centime. La première fois que nous l'avons fait, quand il a fini, il a plié ses papiers, a enlevé ses lunettes et a dit la seule chose que cet homme m'a dite en 19 ans qui ressemble à un compliment. Toi non plus tu n'as pas lu les papiers à temps, Victor, mais au moins tu les as lus. Puis il s'est levé avec sa canne et est allé se coucher. Je suis resté un peu plus longtemps dans cette cuisine, seul, avec la lumière allumée.